Famille Villemain. En mai 1981, Albert et Monique Villemain, la cinquantaine, commencent à recevoir des appels téléphoniques muets, à leur domicile d'Aumonzey, Vosges. Quelques mois plus tard, des appels émanant d'une voix féminine et chantante, avec de la musique en fond, s'effectuent chez un de leurs fils Jean-Marie Villemain et son épouse Christine, à leur domicile de l'Épanche-sur-Vologne, Vosges. Christine reçoit quelque temps plus tard un appel émanant d'une voix rauque et déguisée, l'insultant. Un des vitrages de sa porte d'entrée fut cassé ce même jour. À partir de septembre 1981, Albert et Monique Villemain, et leurs enfants, Jackie, Jacqueline, Michel, Jean-Marie et Gilbert Villemain, parfois même Lionel, ainsi que leurs conjoints, avec certains de leurs parents et alliés, vont tous se voir harcelés de centaines d'appels anonymes malveillants, émanant d'une voix rauque et déguisée semblant masculine, parfois muets, rieurs et provocateurs, souvent injuriants ou menaçants, incitant à plusieurs reprises Albert à se suicider tout comme son père, effectuant plusieurs dégradations sur les maisons et voitures de certains d'entre eux, et proclamant aux uns et aux autres plusieurs canulars, comme de faux accidents de voiture par exemple, avec la complicité d'une deuxième voix anonyme, semblant féminine. En avril 1983, les appels anonymes cessent. 3 lettres anonymes menaçantes apparaissent successivement les jours et les semaines suivantes, en avril et en mai de la même année. Avril 1984, après un an de mutisme, 2 appels de la voix rauque surgissent ainsi au domicile de Jackie Villemain à Granges-sur-Vologne, Vosges, réceptionnés et enregistrés par son épouse Liliane, puis la voix rauque et sa complice semblent définitivement disparaître. Par conséquent, au fur et à mesure que le temps passe, la vie reprend normalement son cours pour tous les membres de la famille, qui avec le temps ne s'inquiètent plus des anonymes, pensant ainsi que cette mauvaise passe est derrière eux. 16 octobre 1984. L'Épanche-sur-Vologne. Christine Villemain, 24 ans, après être sortie du travail à 16h52 et être allée chercher son fils, Grégory Villemain, 4 ans, chez sa nourrice, rentre chez elle avec celui-ci, aux alentours de 17h. Grégory veut aller voir un voisin, Monsieur Méline, car ce dernier a un petit veau plaisant beaucoup à l'enfant. Christine refuse, car la nuit n'allait pas tarder à tomber. Cependant, elle permet à son fils de rester jouer juste devant la maison, en lui ordonnant de ne pas s'éloigner. En raison de certains coups de vent, et dû au fait qu'il était malade la semaine d'avant, Christine revêt Grégory d'un bonnet sur la tête. À 17h04, Grégory joue juste devant la maison, en faisant tourner ses petites voitures tout autour d'un tas de gravier à chantier. Il est également en train de déguster une pomme que sa mère lui a donnée pour le goûter. Christine est dans la maison, repassant du linge tout en écoutant la radio. Son mari avait fermé tous les volets de la maison au début d'après-midi, et elle ne juge donc pas nécessaire de les réouvrir à cette heure-ci, si près de la nuit. À 17h19, Christine sort pour faire rentrer Grégory, mais ce dernier n'est plus devant la maison. Son fils étant souvent farceur, elle pensa donc qu'il devait se cacher. Elle fait le tour de la maison, regarde dans le garage ainsi que dans la chambre de Grégory, mais elle ne le voit pas. Elle demande alors à certains de ses voisins, mais ils n'ont pas vu Grégory. À 17h22, la panique monte. Christine se met à crier le prénom de son fils aux alentours de la maison, mais celui-ci ne répond pas. Il semble être parti. Prise de panique, elle monte dans sa voiture R5 pour aller chercher son fils chez la nourrice à nouveau, pensant qu'il était forcément revenu chez elle. Mais la nourrice, Christine Jacot, n'a pas revu Grégory depuis que Christine Villemain était venue le chercher peu avant 17h. Christine va donc vérifier chez 2 camarades de classe à Grégory, au cas où, mais il ne s'y trouve pas non plus. Vers 17h30, elle aperçoit un groupe d'enfants près de la poste, elle s'approche avec sa voiture, mais il n'y a pas son petit garçon. Elle fait demi-tour devant ce bâtiment, et repart à vive allure. Après 1 an et demi de tranquillité, les mauvais souvenirs des appels anonymes lui reviennent en mémoire, la jeune femme se demandant avec frayeur si cet anonyme malveillant et déséquilibré de l'année d'avant n'aurait pas quelque chose à voir avec tout ça. À 17h31, en remontant vers chez elle par le chemin de la Bure, Christine se retrouve bloquée derrière le bus de ramassage scolaire de Christian Clodon, lui-même bloqué par le troupeau de vaches de sa mère, Marcel Clodon, que Christine avait interpellé un quart d'heure plus tôt, mais elle non plus n'avait pas vu Grégory. De retour chez elle, le téléphone sonne. Un appel de sa mère, Gilberte Blaise, suivi d'un appel de sa belle-mère, Monique Villemain, lui apprennent que le gars, à la voix rauque, vient tout juste de refaire surface au téléphone chez Michel Villemain, un des beaux-frères de Christine, lui annonçant ainsi qu'il a pris Grégory avec lui. Le monde vient de s'arrêter brusquement. Monique prévient les gendarmes vers 17h45.
Plusieurs recherches s'effectuent aux abords de la rivière de la Vologne à l'Épanche-sur-Vologne et aux alentours, en vain. Finalement, des pompiers découvrent le corps de Grégory, dans la Vologne, sans vie, arrêté contre un barrage au centre du village de Docelles, Vosges. Vers 21h, ligoté aux chevilles, aux poignets et au cou, le bonnet de laine rabattu sur le visage. Après en avoir reçu l'ordre du capitaine Sesma, de la gendarmerie de Bruyères, Vosges, le corps fut retiré à 21h16. Au retrait de son bonnet, le visage de Grégory semblera apaisé, un œil à moitié ouvert. Le corps ne présente aucun signe de violence ou de débêtement, excepté une très légère échymose sur la tête qui sera par la suite détectée à l'autopsie, mais non mortelle, elle n'est donc pas la cause du décès. Au lendemain du crime le 17 octobre, les gendarmes découvrent dans le courrier des parents de Grégory, une lettre de revendication de la part du Corbeau, postée la veille, et adressée directement à Jean-Marie Villemain. Au même moment, à Aumazet, chez Albert et Monique Villemain, le journaliste Jean-Michel Bazina, reporter à RTL, parvient à interviewer Jean-Marie. Durant cette interview sur le pas de la porte de la maison, le journaliste aperçoit la mère de Grégory, marchant tel un zombie, sous l'effet des piqûres et des médicaments qu'un médecin lui avait donnés pour se calmer. Personne ne le sait encore, mais ce journaliste va ainsi créer et exploiter la théorie du complot de l'affaire Grégory. Pour des intérêts médiatiques et financiers, la scandaleuse idée de faire courir le bruit que Christine aurait tué son petit garçon va alors lui prendre. Car il s'avère que Jean-Michel Bézina et son épouse Marie-France représentent à eux deux 8 grands médias nationaux en 1984. En outre, ils représentent 75% de la presse française. Ce couple, ainsi que leur meilleur ami et allié, Jacques Corazzi, commissaire de police au SRPJ de Nancy, ainsi que certains avocats de l'enquête, vont tous contribuer à convaincre le juge d'instruction d'Épinal Jean-Michel Lambert qui est en charge de l'affaire, de la culpabilité romanesque de Christine Villemain, et ainsi à faire déraper l'affaire Grégory dans l'irréparable, peut-être pour toujours. Au fur et à mesure des preuves fabriquées de toutes pièces, voire même dues à certains paiements effectués par diverses personnes pour que des experts en graphologie parviennent à miraculeusement désigner Christine comme étant le Corbeau, comme par hasard tous au bon moment, alors que d'autres experts avaient, et ont désigné, et désigneront encore, diverses et autres personnalités n'ayant pourtant rien en commun. Le 5 juillet 1985, Christine fut inculpée et incarcérée pour le meurtre de son fils, sur la base de 25 charges toutes inventées sur des éléments non probants, à savoir: charge numéro 1, le fait que dans un premier temps, aucun autre témoin que Christine n'a été vu sur les lieux de l'enlèvement de Grégory. Or, l'enquête démontrera par la suite que cet élément est faux, car à proximité de la maison des Villemain, aux alentours de 17h15, 2 témoins, Madame Marcel Claudon et Monsieur Claude Collin, reconnaîtront tardivement avoir en réalité croisé sur le chemin de la Bure, une voiture semblant de couleur verte, conduite par un homme moustachu et d'allure corpulente, et une femme assise côté passager, semblant avoir les cheveux roux. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge numéro 2. Sur le premier lieu privilégié et désigné comme étant l'endroit où le corps de Grégory aurait été jeté dans la Vologne, les enquêteurs constatent et photographient l'empreinte d'un talon féminin. Or, 1. L'enquête démontrera par la suite que l'empreinte de ce talon féminin ne correspond en fait à aucune des paires de chaussures appartenant à Christine à l'époque des faits. 2. Il sera également prouvé que le corps de Grégory ne pouvait avoir été mis à l'eau en ce lieu. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge numéro 3 et 4. Des traces de pneus sont constatées sur un chemin de terre entre l'Épanche-sur-Vologne et des Simons, étant différentes des pneus de la voiture de Bernard Laroche. Or, l'enquête démontrera par la suite que ces traces sont bien similaires à des pneus analogues de la R5 de Christine, mais que la largeur des crampons n'est pas la même. Ce n'était donc pas la voiture de Christine non plus. Par conséquent, ces charges sont donc non valables. Charge numéro 5. Les filles de la Poste. 4 collègues de travail de Christine ont affirmé l'avoir vue, le 16 octobre 1984, devant la poste de l'Épanche-sur-Vologne. L'une de ces femmes l'aurait même vue poster une lettre à 16h55. Or, 1. L'enquête prouvera que ces témoins décrivent la mère de Grégory telle qu'elle était vêtue la veille le 15 octobre 1984, où Christine reconnaîtra en effet avoir posté une enveloppe adressée au Verbaudet, contenant un chèque de commande de vêtements pour Grégory. 2. Ce chèque fut retrouvé. 3. Par ailleurs, le seul témoin l'ayant vu poster ce courrier reconnaîtra plus tard s'être trompé de jour. 4. Sans compter que ces femmes détestent Christine pour diverses raisons plus antérieures. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge numéro 6.
Le soir du drame, les volets de la maison de Christine et Jean-Marie étaient fermés, alors que le soleil était encore apparent. Ce qui motivera les accusateurs de Christine à penser que celle-ci ne serait même pas remontée chez elle avec son fils. Or, des voisins témoigneront plus tard que les volets de ces demeures furent fréquemment fermés, même lorsqu'il faisait beau temps et que les habitants s'y trouvaient à l'intérieur. Donc cela ne veut rien dire. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge numéro 7. Le soir du drame à 16h57, Monsieur Bernard Collin avait vu Christine remonter en voiture vers sa maison avant l'heure de l'enlèvement de Grégory. Mais en longeant quelques minutes plus tard la maison des Villemain, ce témoin n'a vu ni la voiture de Christine garée dans le garage, ni Grégory jouer devant la maison. Or, ce témoin proclamera plus tard qu'en passant sur le côté de la maison, il n'avait tout simplement pas fait attention aux détails, ne faisant que banalement passer avec son chien dans cette rue, comme à son habitude. 2. Il n'est pas établi que la voiture de Christine n'était pas stationnée dans le garage, et que Grégory pouvait très bien s'y trouver à l'intérieur, ou bien jouer du côté opposé de la maison lors du passage de ce promeneur. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge numéro 8. Christine affirme avoir effectué du repassage dans la maison en écoutant l'émission Les Grosses Têtes à la radio, mais fut incapable d'en préciser le contenu. Elle s'est également trompée en citant avoir entendu le contenu d'une publicité n'étant en réalité jamais comparue à la radio à ce moment-là. Or, Christine n'a sans doute pas fait attention aux détails de ce que la radio diffusait à ce moment-là, ne se tenant pas dans la même pièce que le poste de radio. 2. Mais aussi, son fils ayant disparu, et ayant été retrouvé assassiné, explique naturellement ses oublis, car les événements ayant suivi cette journée ont évidemment gravement perturbé la jeune femme. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge numéro 9. Selon les accusateurs de Christine, la lettre de revendication aurait été postée avant l'enlèvement et le meurtre de Grégory, ce qui prouverait ainsi que l'assassin aurait été persuadé de ne pas louper son coup. Car pour eux, seule Christine pouvait disposer de ces informations, étant la mère de la victime, cela serait passé inaperçu. Or, certes, il aura été dit que Grégory n'avait pas pour habitude de suivre des étrangers, mais si nous admettons le fait qu'il fut enlevé par un ou une membre connue, voire même proche de ses parents, il apparaît logique que ce dernier n'eut donc pas de contrainte à le ou la suivre. Par conséquent, cette charge est donc non valable. Charge 10 et 11. Selon la chambre d'accusation de Nancy, lors de l'appel de revendication du crime chez Michel Villemain à 17h32, le Corbeau ne pouvait pas savoir que Christine était en train de rechercher son fils à ce moment précis, comme ce dernier l'aura précisé à Michel par téléphone. Christine pouvant très bien sortir de la maison que plus tard, ou bien faire rechercher son fils par un tiers. Il fut également surprenant que le Corbeau n'ait pas appelé Christine qu'il savait chez elle. Or, rien ne prouve que le Corbeau n'ait pas téléphoné chez Christine au moment où celle-ci était en train de rechercher son fils en voiture, et que si ce dernier n'avait pas obtenu de réponse, qu'il ait pu en déduire de la sorte que Christine recherchait déjà son fils à l'extérieur de la maison, ce qui est tout à fait conforme à la réalité. Par conséquent, ces charges sont donc non valables. Charge numéro 12. Selon la cour d'appel de Nancy, les chronométrages prouveraient que Christine avait eu le temps nécessaire de tuer son fils entre 17h et 17h30, heure à laquelle elle quitterait son domicile pour effectuer des recherches et pouvant téléphoner à Michel Villemain depuis chez elle pour revendiquer le crime. Selon la PJ de Nancy, Christine sort du travail à 16h52, se rend à la poste du village, puis elle va chercher son fils chez la nourrice au HLM Guéchamp, regagnerait ensuite son domicile sur les hauteurs du village, puis de là, elle se serait rendue jusqu'au passage à niveau de Docelle avec Grégory, elle le ligoterait, le jetterait dans la Vologne, puis elle reviendrait à l'Épange, serait de retour chez elle à 17h21 et 57 secondes, se montrerait aux témoins Marcel Clodon, Bernard Collin et Gilbert Méline, rechercherait Grégory en leur présence, puis repartirait chez la gardienne Christine Jacot au HLM Guéchamp, pour y être revue par celle-ci et deux autres témoins, puis elle reviendrait chez elle pour alerter la gendarmerie à 17h50. Donc selon eux, Christine avait le temps de tuer son fils en seulement 29 minutes et 57 secondes. Or, cependant, ces policiers n'avaient absolument pas tenu compte d'un obstacle majeur au cours de ce soi-disant trajet meurtrier, car pour effectuer cela, il aurait donc fallu que Christine franchisse un ruisseau très malaisé dans la prairie longeant ce cours d'eau, dont l'existence fut également négligée par les premiers enquêteurs, mais découvert plus tard par le président Simon. 2. Ce minutage en plus n'a donc pas été effectué au moment de l'accusation. 3. Mais encore, en tenant bien compte de tous les détails, la réalisation du crime est mathématiquement impossible dans un laps de temps aussi court.
car au moment où Christine aurait croisé Marcel Claudon en revenant de Decelles, la voiture de son ami Claude Collin barrait la rue des Champs, ce que Christine ne pouvait nullement prévoir. 4. Mais aussi, au moment de l'appel du corbeau chez Michel Villemain à 17h32, Christine était bloquée dans sa voiture R5 derrière le bus de ramassage scolaire de Christian Claudon, ainsi que par le troupeau de vaches de la mère de celui-ci, Marcel Claudon. 5. Selon le disque d'horaire du bus en question, il est établi que Christian Claudon est rentré dans la ferme familiale à 17h32 et 41 secondes. 6. Madame Grandidier et Bernard Collin, discutant sur les hauteurs de la rue de Bellevue, une quarantaine de mètres avant la rue des Champs, voient tous les deux Christine remonter cette rue à bord de son véhicule R5, en direction de la rue des Champs, donc en direction de chez elle, à 16h58. Ceci démontre qu'il n'y a donc aucun doute à avoir sur le fait que Christine est bien remontée chez elle. Dès 17h19, Madame Claudon voit Christine rechercher son fils aux alentours de sa maison, lui demandant ainsi si elle n'avait pas vu Grégory. Il s'est donc écoulé que 21 minutes dans ce laps de temps, et non pas 29 minutes et 57 secondes. En rappelant que les enquêteurs ont également oublié de compter le cours d'eau difficilement franchissable, rallongeant ainsi encore ce minutage. 7. Christine n'a donc absolument pas le temps de commettre le crime, et de revenir ainsi rue des Champs avant 17h19, sachant qu'elle a été vue remontant vers chez elle à 16h58, donc en seulement 21 minutes. De même qu'elle ne pouvait pas téléphoner à Michel Villemain à 17h32, étant bloquée dans sa voiture R5 au moment de la réalisation de cet appel. 8. En tenant également compte que Christine avait informé la nourrice qu'elle devait effectuer un gros repassage chez elle, et que du linge plié et repassé fut constaté à son domicile par le capitaine Sesma, par le gendarme Paul-Henri, ainsi que par Monique, Michel et Ginette Villemain. Donc par conséquent, cette charge est non valable. Charge numéro 13 et 14. Les appels téléphoniques du corbeau semblaient émaner d'une voix de femme, se succédant par une voix rauque et déguisée semblant celle d'un homme. Pour les accusateurs de Christine, aucun doute ne fait que cette voix de femme était la sienne, et qu'elle changea ainsi sa propre voix pour se déguiser, ou bien faire croire qu'il y avait deux personnes différentes. Or, 1. Selon plusieurs expertises toutes contradictoires entre elles, les appels téléphoniques du corbeau semblaient émaner, tantôt, de la même personne, tantôt, de la voix d'une femme, ou bien tantôt, de deux voix d'hommes, dont l'un serait âgé d'entre 45 et 55 ans, et l'autre serait plus jeune, entre 30 et 40 ans. 2. Aucun de ces experts, dont les avis sont tellement variés, n'ont ainsi proclamé qu'il s'agissait de la voix de Christine, ou bien d'une femme présentant ne serait-ce que des similitudes verbales ou vocales. Par conséquent, ces charges sont donc non valables. Charge numéro 15. Un des appels du corbeau fut enregistré par Christine, et au cours de cet appel, une voix d'enfant se fait entendre. Cette voix d'enfant, Christine et Jean-Marie l'attribuent à Daniel, fils de Michel et Ginette Villemain. Une mésentente subsistera à ce sujet entre les parents de Grégory et le couple Albert Villemain. Après expertise de la cassette contenant l'enregistrement en question, il aura été établi que la voix d'enfant provenait en fait de l'appelé, donc du côté de Christine, et non de l'appelant, donc du côté du corbeau. Christine finira par admettre que c'était la voix de son fils Grégory, ce qui permet évidemment à ses accusateurs de prétendre qu'elle est de mauvaise foi. Or, 1. L'enquête démontrera par la suite que les parents de Grégory sont malgré tout persuadés, à tort ou à raison, que la voix de l'enfant est bien celle de Daniel, et que ses parents, le couple Michel Villemain étant les plus proches voisins du couple Albert Villemain, étaient donc les mieux renseignés sur les faits et gestes de leurs parents décrits dans les appels du corbeau, voire même que le couple Michel Villemain, vouant vraisemblablement certaines jalousies à leur égard, seraient éventuellement les auteurs des appels anonymes, ou bien les informateurs du corbeau. 2. Monique Villemain s'obstinera, naturellement en tant que mère, à ne pas vouloir croire que son fils Michel soit le corbeau, ou bien proche de celui-ci. 3. Il va de soi que cette charge, ne prouvant absolument rien allant à l'encontre de Christine, ne peut donc être retenue contre elle. Donc cette charge est, par conséquent, non valable. Charge numéro 16 et 17. Toujours selon ses accusateurs, Christine serait l'une des rares personnes, et parfois même la seule, à connaître les faits rapportés par le corbeau, dans au moins 87 appels anonymes recensés par la PJ de Nancy. Or, 1. Il n'y a pas eu uniquement que 87 appels du corbeau décrivant des faits intimes de la famille Villemain, mais plusieurs centaines. 2. Depuis septembre 1981 jusqu'à avril 1984, il y a eu plus de 1000 appels du corbeau, dont plus de 800 ont été réceptionnés chez le couple Albert Villemain, à leur domicile d'Aumonzey,
ainsi que de nombreux appels à leur entourage, dont le nombre fut tellement élevé qu'il en resta indéchiffrable à jamais. Alors que la PJ de Nancy n'en aura répertorié que 87. 3. Monique Villemain notait tous les appels du corbeau dans un cahier contenant 96 pages complètes. Sauf qu'après saisie de ce cahier par la PJ de Nancy, bizarrement il ne comportait plus que 16 pages, dont certaines furent grossièrement recollées avec du scotch. Pourquoi ? 4. Miraculeusement, lorsque la PJ de Nancy rend le cahier de Monique, il ne comporte évidemment plus que des appels pouvant avoir été passés par Christine. Est-ce que c'est de la magie, messieurs les policiers ? 5. L'enquête démontrera par la suite que les dates marquées dans ce même cahier semblent bel et bien avoir été volontairement changées par un tiers, afin de logiquement toutes les rendre plus accablantes envers Christine, et que cela puisse beaucoup plus correspondre aux emplois du temps de celle-ci. 6. Après rectification de toutes ces dates volontairement faussées par un tiers, suivi de plusieurs reconstitutions des faits par la suite au cours de l'enquête, il fut démontré qu'absolument aucune de ces dates ne correspond en réalité à des heures où Christine pouvait téléphoner, même lors du seul appel enregistré par son époux à son domicile, dont le corbeau proclamera ta mère, et la peur de la vérité, Christine travaillant à la MCV de l'Épanche sur Vologne au moment de la plupart de ses appels, en présence de nombreux témoins et ne pouvant téléphoner depuis son lieu de travail. 7. Tout cela prouve, une nouvelle fois, que Christine n'est pas le corbeau. 8. Par conséquent, cela prouve également que les premiers accusateurs de Christine en 1984 et 1985 ont donc pleinement conscience que cette femme est innocente dans tous les sens du terme, relevant ainsi les grotesques et multiples conspirations de ces derniers envers cette victime, qu'ils osent faire passer pour un monstre aux yeux de toute la France, et que ce soit pour des questions financières concernant plusieurs journalistes cherchant principalement à bien vendre leurs articles de presse ou à mettre en évidence leur scandaleuse audimat, pour des questions juridiques concernant certains avocats cherchant à innocenter leurs clients accusés à tort ou à raison, mais aussi pour une question d'image professionnelle que certains policiers se sont acharnés d'obtenir dans le but de se faire passer pour des héros. Mais aucun d'entre eux ne se pose concrètement la question à résoudre sans conspirer de la sorte, à savoir, qui a réellement tué Grégory. Par conséquent, ces charges sont donc non valables. Charge numéro 18. Après avoir relevé des factures téléphoniques de Christine et Jean-Marie, il s'avère que le nombre d'appels envoyés a considérablement augmenté durant une période de grande activité des appels du corbeau, notamment en janvier et février 1982 et de janvier à avril 1983. Or, 1. L'enquête démontrera par la suite que les appels du corbeau n'ont en fait pas été limités précisément qu'au cours de ces périodes. 2. Même si cela fut intense en 1982, le nombre d'appels émanant du domicile de Christine et Jean-Marie reste très loin de dépasser le nombre exact d'appels anonymes reçus par tous les membres de la famille. 3. Le nombre d'appels téléphoniques avait également augmenté chez de nombreux membres de la famille sur les mêmes périodes. 4. Ces augmentations téléphoniques correspondent en réalité à des périodes précises où plusieurs membres de la famille, dont Christine, s'étaient tous mis d'accord entre eux pour se tenir au courant de leur propre réception des appels du corbeau ainsi que des multiples canulars produits par celui-ci, ou bien par sa complice. 5. Absolument rien ne peut donc être retenu contre Christine dans ce sens, ceci ne prouvant rien de spécial ou d'étrange émanant d'elle. Donc cette charge, par conséquent, est non valable. Charge numéro 19. Des appels malveillants auprès de certaines femmes de l'entourage professionnel de Christine coïncidèrent avec des périodes où celle-ci était en mauvais termes avec elle. Christine a nié avoir passé de telles communications téléphoniques, hormis quelques appels muets effectués avec son mari Amaury Collin et Claudine Boulet. Ces femmes ont prétendu avoir reconnu la voix de Christine, car l'interlocutrice avait un léger cheveu sur la langue. Or, 1. L'existence d'un tel défaut de prononciation émanant de Christine ne fut jamais constatée par aucun de ses proches, ni par les enquêteurs chargés du supplément d'information, et ce, même par le juge Simon, qui l'avait pourtant auditionné à maintes reprises et fort longuement. 2. Il fut également surprenant qu'une femme intelligente comme Christine ne pensât même pas à changer sa voix, en tenant également compte qu'absolument aucune preuve formelle démontre ainsi qu'elle possède le talent de la modifier. Cette charge est donc, par conséquent, non valable. Charge numéro 20, 21 et 22. Ayant examiné les lettres du corbeau datant du 4 mars 1983, du 27 avril 1983, du 17 mai 1983 et du 16 octobre 1984, les experts en graphologie Alain Bouquet et Françoise de Ricci mettent hors de cause Bernard Laroche et accusent Christine d'être l'auteur de ces écrits.
les experts Jean Blénisson et Roger Laffer accusent formellement Christine d'être l'auteur des lettres. Et les experts Geneviève Gilles, Eliane Petit de Mirvec et Paul Onriac, chargés exclusivement d'analyser la lettre du 16 octobre 1984, revendiquant le meurtre, mettent également Bernard Laroche hors de cause, mais désignent Christine, comme par hasard, au bon moment eux aussi. Or, 1. Ces multiples opinions sont toutefois remises en cause par le supplément d'information. 2. Les expertises graphologiques n'ont jamais été une science exacte, donnant ainsi des résultats souvent aléatoires et incertains, notamment dans une grande affaire compliquée comme celle-ci, où les techniciens commis devaient se prononcer à caractère typographique, et par la suite impersonnel et facile à modifier ou à imiter, sur des écritures déguisées, et sur des pièces de comparaison très nombreuses émanant de scripteurs originaires de la même contrée, d'âge souvent voisins, appartenant au même milieu social, et ayant reçu les mêmes formations scolaires, ce qui augmente davantage les risques d'erreur. 3. Lors des premières périodes de l'enquête, les experts en écriture avaient désigné d'autres personnes, dont l'une d'entre elles sera présentée comme le suspect numéro 1 par la suite, et ce, avant même que les enquêteurs ne parviennent à suspecter cette personne, et qu'un des témoignages capitaux de l'enquête l'accablant encore plus n'avait pas encore eu lieu. 4. Pourtant, c'est en analysant ces mêmes écrits que d'autres experts désignent plus tard Christine comme étant le corbeau, pile au moment où celle-ci se voit pleinement accusée par les enquêteurs et par la presse, alors que son écriture n'est aucunement comparable avec celle de l'autre grand suspect, ainsi qu'à celle de d'autres protagonistes eux aussi plus ou moins désignés comme étant les éventuels corbeaux. 5. En déduction, au vu de ces médiocres désignations par ces soi-disant experts accablant Christine comme par magie au bon moment, dans un laps de temps aussi court, en outre, très peu de temps avant son interpellation par les soi-disant héros de la PJ de Nancy, ayant d'ailleurs eux-mêmes conscience de leur propre supercherie et de l'innocence incontournable de Christine, leur ayant en horreur, avec leurs grands alliés de la presse, eux-mêmes conscients de son innocence et donc complices de ces conspirations pures et dures, voire même uniques en son genre, le supplément d'information en arrive naturellement à la conclusion qu'absolument rien ne prouve que Christine soit l'auteur des lettres anonymes, et en arrive même à logiquement prouver l'inverse. Par conséquent, ces trois charges sont donc non valables. Charges numéro 23 et 24. Le 15 avril 1985, la PJ de Nancy découvre au domicile de Christine et Jean-Marie, à l'Épanche-sur-Vologne, des cordelettes semblables à celles ayant servi à ligoter leur fils Grégory, au cours de son meurtre, ou après l'avoir tué. Le 23 avril 1985, les policiers découvrent chez un témoin, et proche du couple Villemain, demeurant à Grandvilliers, Vosges, un tuyau d'arrosage lié par deux morceaux de cordelette, étant également semblable à celle enserrant le corps de Grégory, et provenant aussi de la maison des Villemain, à l'Épanche-sur-Vologne. Or, 1. Ce type de ficelle est extrêmement courant dans les Vosges. 2. Parmi l'entourage proche des Villemain, seul Georges Jacob, frère de Monique, possède une pelote de la même cordelette, mais ni le fabricant, ni le distributeur n'ont pu être identifiés. 3. Des experts affirment que ces cordelettes sont identiques. 4. Jean-Marie affirme que cette cordelette lui avait été transmise par son père, mais ce dernier l'aura contesté. Il a également soutenu qu'il avait donné un morceau de cette cordelette à Bernard Laroche, pour qu'il fixe une règle de maçon sur le toit de sa voiture, mais fut démenti sur ce point par son père, et par son frère, Albert et Gilbert Villemain. 5. Les accusateurs de Christine profitent de cette occasion, évidemment, pour broder que celle-ci serait donc la seule à pouvoir se servir de ces cordelettes. 6. Une telle conclusion, de la part des conspirationnistes de l'affaire, apparaît ainsi trop gratuite, si l'on considère qu'au début de l'enquête, aucun des gendarmes de Bruyères n'avait découvert des cordelettes de la sorte au domicile des époux Villemain. 7. Il est également surprenant qu'une femme pourtant intelligente comme Christine, si elle aurait été vraiment coupable, n'ait donc même pas pensé à faire disparaître une preuve aussi accablante contre elle, alors qu'elle en a eu l'occasion à plusieurs reprises. 8. Nous pouvons tous aussi constater que ces découvertes ont eu lieu à une période où les époux Villemain ne résidaient plus dans cette même maison, elle était donc complètement inoccupée depuis plusieurs mois. 9. Une semaine après le meurtre de Bernard Laroche, un ami du couple ayant aidé au déménagement de la maison, n'avait absolument pas constaté la présence de ces fameuses cordelettes. 10. Lors de la perquisition de la maison par la PJ de Nancy, Christine était présente, ainsi que l'un de ses beaux-frères, mais ce dernier fut interdit de pénétrer à l'intérieur durant l'opération. Cependant, durant cette opération, celui-ci remarque que deux des tuiles de la maison furent déplacées et soigneusement posées l'une sur l'autre.
Il a signalé aux policiers cette constatation étrange, mais ces derniers ont pourtant refusé de la noter dans leur procès-verbal, prétextant qu'elles avaient été déplacées par le vent, fait naturel particulièrement curieux, car, sur les hauteurs de l'Épanche sur Vologne, nous aurions donc affaire à un vent doté d'une intelligence très rare pour un fait naturel n'ayant normalement pas pour capacité de posséder un cerveau, et ayant pour faculté de penser adroitement superposer les tuiles qu'il déplace l'une sur l'autre, tel un être humain pourrait avoir idée de le faire. De qui se moque-t-on? 11. Toujours concernant ces deux tuiles paraît-il déplacées par le vent, les policiers ont malgré tout accepté de faire la courte échelle au beau-frère de Christine pour qu'il les remette en place. C'est alors qu'ils remarquent deux morceaux de cordelette placés dans la gouttière, et en fait naturellement part aux policiers. Mais deuxième fait surprenant, ces derniers lui ont répondu qu'elle ne les intéresse pas. Comment cela est-il possible? 12. Il va de soi que cette médiocre mise en scène de la découverte héroïque de ces cordelettes fut très probablement organisée par la PJ de Nancy, afin de pouvoir plus amplement accabler Christine aux yeux de la justice, ainsi qu'aux yeux de l'opinion publique, par la complicité de certains grands copains et complices de ces manigances malhonnêtes, et cette hypocrite technique transpirante de malhonnêteté de la part de ces comploteurs fonctionnera en plus. Ce qui est donc absolument et incroyablement aberrant. Mais cela dit, il n'est pas complètement exclu qu'un tiers, peut-être bien le corbeau lui-même, aurait éventuellement posé ces cordelettes dans la maison, afin que cet élément devienne accusateur par la suite. Mais au vu de tous ces éléments, la logique indique que ces cordelettes n'étaient aucunement présentes lors du déménagement de la maison, quelques mois auparavant. 13. Par la suite, des voisins proclameront avoir aperçu un homme debout sur le toit de la maison des Villemain, et ce, quelque temps avant que la PJ de Nancy organise cette perquisition. Donc par conséquent, personne ne peut nier ainsi que cela en est une drôle de coïncidence tout de même. Car qui d'autre que quelqu'un ayant pour intérêt de faire accuser Christine aurait pu effectuer une telle supercherie? Ne nous voilons pas la face. Personne. Par conséquent, ces charges sont donc, elles aussi, non valables. Charge numéro 25. D'après la Cour d'appel de Nancy, ainsi que les réquisitions initiales du ministère public, Christine aurait menti le 10 octobre 1984 en proclamant à sa contre-maîtresse, pour excuser une absence, qu'elle avait dû se rendre à la gendarmerie suite à certains appels du corbeau, alors que l'anonyme ne se manifestait plus chez le couple depuis avril 1983. Or, 1. Christine a eu l'honnêteté de reconnaître avoir inventé ce prétexte pour excuser son absence au travail. Pouvons-nous donc réellement appeler cela un mensonge dans le cadre de l'enquête? Il n'y a bien évidemment que les anti-Villemain anti-Christine, pour le croire, ou bien tenter de le faire croire ainsi. 2. Jean-Marie a lui aussi honnêtement expliqué que cela aura été prétendu par son épouse sous son conseil, car Christine devant en réalité s'absenter pour une autre raison, beaucoup plus personnelle, justifiée auprès de la justice, et n'ayant aucun rapport, ni avec le corbeau, ni avec le meurtre de Grégory qui s'effectuera 6 jours plus tard. Par conséquent, cette dernière charge est donc également non valable. Christine ressort de prison le 16 juillet 1985, après 11 jours de détention. Son fils Grégory ayant été assassiné, son mari étant en prison pour le meurtre de son cousin Bernard Laroche, premier grand suspect de l'affaire, et suite à l'annonce par ses avocats qu'elle devra comparaître aux assises pour le meurtre de son fils, Christine fait une tentative de suicide en décembre 1986, mais elle échoue dans son geste désespéré. Cependant, Christine et Jean-Marie reprennent confiance en la justice, suite à leur rencontre avec le président de la Cour d'appel de Dijon, M. Maurice Simon, en 1987. Les 25 anciennes charges qui ont suivi ont toutes été minutieusement vérifiées par le président Simon, succédant le juge d'instruction d'Épinal Jean-Michel Lambert, en 1987. Dès lors que celui-ci prendra en main l'affaire Grégory, ce haut magistrat n'avait en aucun cas pour but précis de vouloir innocenter Christine, mais plutôt de rigoureusement vérifier point par point si les accusations contre celle-ci étaient valables. Durant son instruction de 1987 à 1990, il s'avère que les travaux colossaux du président Simon sur ce dossier démontrent avec précision et exactitude qu'en réalité, aucune des charges allant à l'encontre de Christine n'était constituée sur des éléments probants et conformes à toute réalité. Jean-Marie ressort de prison en décembre 1987. Après 2 ans et demi de détention, suite à de lourds problèmes de santé, le président Simon devra se faire succéder à Dijon par le président Martin en 1990. Christine bénéficie d'un non-lieu, historique en France, pour absence totale de charges,
le 3 février 1993, et ne se verra plus jamais inquiété de cette lourde erreur judiciaire sans nom. Jean-Marie est jugé aux assises de Dijon, pour le meurtre de Bernard Laroche, en décembre 1993, à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il ne retournera que quelques semaines en prison, ayant purgé la plus grande partie de sa peine entre 1985 et 1987. Maurice Simon s'éteint en 1994. Le ou les assassins de Grégory ne sont toujours pas identifiés à ce jour. Actuellement, certains conspirationnistes et accusateurs de base de Christine s'acharnent toujours autant à tenter de convaincre tant bien que mal le monde entier de leur supercherie, visant toujours à faire de la maman de Grégory une coupable idéale, alors qu'absolument aucune charge ne subsiste et ne subsistera ainsi à l'avenir à l'encontre de Christine aux yeux de la justice. Leur hypocrisie hors norme, leur haine farouche, ainsi que leur jalousie extrême à l'égard de Christine, et le fait d'avoir finalement échoué sur leur fictive et ignoble version des faits dans cette affaire, sont d'une puissance absolument monstrueuse, plaisant ainsi à tant d'autres conspirationnistes, vivant uniquement que pour tenter de contraindre toute vérité, et ainsi semer le mal à l'égard de la victime. Mais ces personnes ne représentent, en réalité, que les suites logiques des haines et des rancœurs émanant du, ou des corbeaux, depuis 1981. Se voyant tous ainsi incapables d'honnêtement, et de tout simplement, admettre que dans la réalité des faits, s'il y a bien un élément capital que l'enquête aura bel et bien pu prouver à 100% dans cette affaire, c'est que Christine Villemain est innocente.